Bonjour tout le monde. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler du fer et certaines fontes. Pour ça, on peut suivre dans le livre. Là. J'ai sorti quelques paragraphes, là, puis on va regarder ce qui est important ensemble. Donc, je regarde fer à l'état naturel. On trouve le fer sous forme de minerai. Le fer, c'est, comme je vous disais, c'est l'ingrédient principal pour faire de l'acier. Ça prend du fer. Puis, on va y rajouter du carbone en différentes quantités. Dépendamment du taux de carbone, on va faire des aciers soit durs, comme des aciers à outils, des aciers semi-durs ou des aciers doux. Ces différentes appellations sont attribuées à l'acier en fonction de la teneur en carbone des éléments d'alliage. Okay? Ça, c'est le mot-clé ici. C'est ce qui est important de retenir. C'est quand on va parler de l'acier, c'est des composants liés de fer et de carbone à différentes proportions. Et lorsqu'on augmente ou on descend la quantité de carbone, ben on change la façon d'appeler notre acier. L'acier, c'est un produit qui a été fait du fer puis du carbone. Et lorsqu'il est fait dans les gros bains là, de fonte qu'on appelle, lui, il est fondu là, à une très haute température. On rentre des anodes gigantesques. C'est très gros là, comme four. Et ça, on va faire fondre les différentes recettes qu'on a besoin d'avoir. Puis, à la sortie de la coulée qu'on appelle, l'acier se retrouve sous forme de métal qu'on appelle lingot, qui, par la suite, sera façonné. Il va avoir la manière coulée, la manière laminée, puis la manière forgée. C'est les trois façons qu'on va obtenir. À sa sortie, l'acier pur, là, ça va être les trois formes qu'on va la retrouver. Donc, qui peut se façonner un produit fini, soit une forme ou une dimension ou un fini de surface spécifique. Là. On va les voir, là, les différentes formes, les différentes manières qu'on peut obtenir l'acier brut. Si on regarde ensemble, premièrement, le laminage. Le laminage, c'est un principe où on va passer un bloc d'acier, comme l'image nous montre ici, là, à travers des rouleaux plusieurs fois successivement pour qu'à la sortie, ben, on arrive avec les dimensions requises d'un produit. Ça, cette étape-là, on l'appelle le laminage. Le laminage, ça fait partie d'une des trois sorties brutes. Le laminage peut se faire soit à chaud ou soit à froid. On a vu que la principale différence des laminés à chaud puis laminés à froid se jouait surtout sur son état de surface. Donc, elle pouvait être rugueuse due à une couche d'oxyde de calamine qu'on appelle. Et lorsqu'on va le laminer à froid, ben, il n'y a pas cette couche d'oxyde de calamine-là. On peut, les bienfaits de laminer ça à froid, c'est qu'on peut arriver à des tolérances beaucoup plus serrées. Je dis 2, là, ça devrait être à peu près 5 millièmes de tolérance. Et laminer à chaud, là, on va parler là, d'une tolérance qui serait peut-être de 10 millièmes. Là, okay? C'est quand même le double la tolérance. Là. Mais à froid, on se sert beaucoup ça pour des pièces surtout machinées. Et à chaud, là, c'est moins la tolérance est moins est plus difficile à atteindre là, si on lamine des pièces à chaud versus si on lamine à froid. À froid, on va souvent servir des métaux laminés à froid pour le machinage dû à son grand degré de précision. Mais au terme métallurgique, là, sont très similaires. Les deux, c'est souvent la même recette, sauf que lorsqu'il est
laminé à froid et il va peut-être changer au niveau de sa structure, qui va venir se placer d'une manière différente, qui va le rendre peut-être un petit peu plus résistant, mais c'est la même recette, en gros. Ensuite de ça, on a, pour finir avec le laminage, on peut avoir aussi, quand on parle de laminage des profilés, on peut avoir des profilés ronds. Quand on parle d'un laminage, c'est parce qu'il a été passé dans des rouleaux comme ça. Puis il est sorti de l'autre côté, que ça ressemble un peu à un spaghetti, là, si on veut, quand ça sort. On a la forme ronde, carrée, on les a en U, puis les poutrelles en H. Eux, c'est ce qu'on appelle laminés, la même chose. Donc, en fait, les étapes coulées, laminées puis forgées, là, c'est les premières étapes là, quand ils sortent soit de la coulée, du four. OK, on va entreposer ça. Souvent, on va voir les plaques, là, c'est entreposé, là, c'est des gros rouleaux là, gigantesques. C'est des gros rouleaux de plaques. Puis ils mesurent temps par temps, là, puis ils mettent ça sur des vannes, là, puis c'est placé comme ça. Les barres rondes, là, on a peut-être fait certains lots de 3-4 différentes grosseurs, mais il y a des endroits comme qui sont spécialisés dans le laminage des produits. Ils achètent des grosses barres comme ça, puis eux vont faire tout leur catalogue, là, dans le sens que ils vont prendre des barres, ils vont les mettre de toutes les grosseurs possibles. Fait qu'ils achètent en gros comme ça, ils achètent les tôles en gros comme ça, puis eux viennent les façonner pour donner les grandeurs respectives, là, conformément aux normes qu'on va voir un peu plus tard. Puis on va pouvoir les catégoriser, puis les mettre sur le marché de cette façon-là. Quand on va parler de la forge ou la troisième sortie qui est forgée, le forgeage, lui, s'effectue en martelant le métal pour lui donner une forme voulue. Mais je ne parle pas nécessairement marteler à la main avec un petit marteau. Là. C'est l'effet de martelage. Ça peut être gigantesque. Là. C'est des grosses presses. Puis ça, ça marche à vapeur souvent. Là. C'est des grosses affaires. Puis on y met des pièces là, comme des roues de train et des affaires comme ça. Puis à force de le taper, là, bang, 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 on lui donne des formes. Là. Fait que là, on y met des embouts pour lui donner une certaine forme. Je sais pas, moi, on le fait en premier, on le fait cylindrique. Puis après ça, on voudrait y mettre un trou au milieu. C'est des successions de martelage comme ça. Okay? Donc, on va le marteler ou le faire à la presse là, de façon industrielle. Là. Plus ça, c'est pas avec le marteau. Là. Okay? Pour lui donner la forme voulue. Donc, en exploitant la déformation plastique du métal à chaud ou à froid, dépendamment des situations, le forgeage peut prendre le nom de matrissage lorsqu'il s'agit d'une production en série, comme je vous expliquais un peu pour la routin. Et il y a des techniques de forgeage et de matrissage qui sont souvent désignées par des expressions travail à froid ou travail à chaud. Je prends l'exemple encore la fameuse outil. Là, si j'ai un outil comme ça, une clé là, de mécanicien qu'on a dans des coffres, là, ça c'est sur des grosses plaques comme ça. Puis on a un punch, lui, qui descend comme ça, qui fait toc, puis là, ça y enlève. Toutes les clés sont découpées comme ça. Poc, 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 en s'en allant comme ça. Ils tombent dans un contenant. Après ça, ils sont chauffés. Puis ils sont placés dans un punch, lui, qui va donner un coup par le bas. Puis il y a la forme de la clé là-dedans. Puis elle prend la forme avec un moule mâle-femelle, si on veut. Là. Puis on l'estampe complètement dans le moule qui est là. Puis avec une succession là, de dégrossir moitié et de finition, là, on finit avec une clé comme ça. Puis après ça, on la trempe soit dans l'huile ou dans l'eau pour lui rendre ses propriétés durcies, dépendamment de la trempe, qu'est-ce qu'on a besoin, soit qu'elle soit résistante au choc ou plus rigide, tout simplement.
Là, ce qui nous intéresse ici, c'est lorsqu'on parle de la teneur en carbone. Bon, ce qu'on regarde ici, si je me fie au petit tableau qu'on a là, on a le fer. Le fer, bon, on a les métaux, puis on a la teneur en carbone ici. Plus loin, je vais vous montrer un autre tableau, là, mais juste à titre indicatif ici. Là. Si on regarde le fer, il y a moins de 0,06% de carbone dans le fer. Puis on considère qu'ici le fer est presque pur. Alors, quand on embarque dans l'acier doux, c'est 0,06 et 0,2. C'est même pas 1% de carbone. La teneur en carbone est très petite. C'est ça que ça veut dire. Semi-dur, ben là, on commence à augmenter à 0,5%. Et on augmente en dureté, plus on augmente la teneur en carbone, ici qui est rendue à 1,7 pour la fonte, qui est rendue très dure, mais rendue très cassante. Donc, si le fer et le carbone sont alliés dans des mesures où la teneur en carbone ne dépasse pas les 1,7%, on obtient des aciers. Par contre, si l'alliage contient plus de 1,7% de carbone, on entre dans le groupe des fontes. C'est ici que la ligne se trace. Ici, c'est de l'acier qu'on appelle soudable, puis passer ça, là, ça devient difficilement soudable. Le carbone détermine la dureté et la ténacité des aciers. Donc, plus un acier en contient, plus il est résistant. Il faut faire attention, plus il est résistant aussi, plus il devient cassant. Les aciers doux et les aciers semi-durs. Au niveau des... Ici, j'ai pris une découpure là, la petite figure, je pense que c'est 1,20, qui nous indique bien là, tous les produits de tous les jours qu'on peut avoir. Tout dépend du taux de carbone qu'on va avoir dedans. Là. Bref, si, mettons, ça nous dit vraiment rien comme ça, là, mais s'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui t'amène un produit à souder, je sais pas, moi, quelque chose qui a rapport avec les bateaux, ou une chaîne, ou... Bref, il t'amènera peut-être pas un instrument chirurgical, bien que ça se fait, là, mais c'est c'est pas nécessairement concernant la soudabilité, mais bien qu'est-ce que c'est en termes de métal. OK? Ça, c'est une petite charte qui peut être le fun à avoir. Là. Si je regarde les aciers à faible teneur en carbone, eux autres possèdent entre 0,06 et 0,2. Ici, je regarde ici, là, c'est l'est, ça. Avec les aciers à faible teneur en carbone. L'emboutissage, c'est des pièces qu'on met dans des presses comme ça pour en créer d'autres. Okay? Ça, c'est de l'emboutissage. C'est un genre de punch qu'on appelle. Bref, ça nous montre un peu là, que tout ce qui dépasse 0,5 ou 0,7 en montant, là, ici, on augmente là, la dureté considérablement. Ici, on est rendu à 1,5. Ici, c'est des outils de tournage que je me sers pour le façonnage de l'acier. Fait que ça devient très dur. Donc, en moyenne teneur en carbone, ça se situerait ici. Puis ici, ça serait toutes des hautes teneurs en carbone ou de l'acier à outils qu'on appelle. Au niveau des aciers doux, ce qui est important, c'est surtout ici. À cause de leur faible teneur en carbone, les aciers doux ne peuvent être trempés par traitement thermique. En revanche, ils peuvent être sémentés. Donc, la différence ici entre une trempe par traitement thermique et une sémentation, il y a une vidéo associée à ça. Jean-François il nous en fait la démonstration. La différence entre les deux, c'est principalement au niveau... dans le cas de la sémentation, c'est dans le but d'augmenter c'est le carbone en surface. OK? Ça, c'est la preuve comme quoi que de l'acier doux, ça se trempe. Okay? C'est un des seuls cas où on pourrait dire
qu'on peut tremper de l'acier doux, c'est quand on fait une cémentation. Donc, dans la vidéo, Jean-François l'explique bien. Si je prends une pièce d'acier doux, puis je la chauffe avec des torches à une température passer son point de déformation, là. Quand je dis passer son point de déformation, ça veut dire qu'elle est déjà rendue jaune, presque blanche, très brillante, là. Elle est à son point de déformation. Quand je la chauffe avec une torche oxyacétylénique, c'est très important de le dire, là, parce que chauffer ça au four ou chauffer ça au propane, ça ne ferait pas la même affaire. C'est oxyacétylénique à cause de l'oxygène qu'on utilise. Okay? Je vais incruster la pièce de façon microscopique. Okay? Ça va lui donner une couche d'acier de cémentation. L'épaisseur de la couche cémentée est habituellement inférieure à 1,2 mm. C'est en surface que ça va se passer. Puis la cémentation, les pièces peuvent être trempées afin de provoquer un durcissement structural en surface. Okay? Fait pour le même acier doux, pour les deux pièces pareilles, vous allez voir dans le test, on le fait, on a provoqué une cémentée ou une cémentation. Donc, qui n'est pas comme une trempe, mais qui agit comme une trempe, mais juste en surface. C'est un peu comme si je prends la pièce, là, puis ça, c'est une vue de section de ma pièce, là. Ben, toute cette section-là a été durcie, mais pas le milieu. OK? Ça, c'est le cas des fois si on veut faire, par exemple, ici, ça dit, par exemple, une tige de cylindre hydraulique. On va prendre une tige en acier doux, qu'on va la machiner, on va la polir. Après ça, on va la mettre au four, puis on va y faire une cimentée, justement, comme ça. Donc, elle va être durcie tout le tour pour empêcher les égratignures là-dessus. Puis après ça, on va lui donner un fini chromé. Donc, on va c'est un procédé d'électrolyse. On va mettre du chrome dans l'eau, puis on va la chromer pour avoir de l'étanchéité sur les joints en caoutchouc, comme ça. C'est un peu ce principe-là. Le but, pourquoi on voudrait utiliser une cimentée plutôt qu'une trempe, ben, c'est souvent la grosseur de la pièce, puis qu'on ne peut pas aller à cœur, qu'on appelle. On ne peut pas se rendre jusqu'au cœur sans que ça la brise ou que ça la craque. C'est moins uniforme de cette façon-là. Bref, on va y revenir plus loin, mais c'est pour vous dire que même si c'est un acier doux, on peut la tremper par cimenté si on utilise ce procédé-là. Normalement, ça ne se fait pas, à moins de la laisser refroidir très lentement, mais vous allez voir dans la vidéo, on vous l'explique très clairement. Au niveau des trempes, la trempe, c'est un traitement thermique. Donc, c'est de chauffer, ici, c'est chauffer un métal à une température de changement de phase. Comme j'ai dit tantôt, c'est une température très haute. C'est pas juste chaud, c'est brillant. Donc, les aciers semi-durs se trempent par traitement thermique. Eux, ils se trempent par traitement thermique. Pourquoi eux, ils se trempent selon vous? Parce qu'ils sont semi-durs. Donc, la teneur en carbone là, est plus élevée. On va voir plus loin les traitements thermiques. Là. Il y a un certain degré, un certain pourcentage là, de traitement thermique qui est requis pour effectuer une trempe. Là. Je vous dis 0,7, là, mais ça reste à vérifier. Là. Bref, plus loin quand on va être dans un traitement thermique, là, vous allez voir. C'est pas tous les aciers qui se trempent. Là. En d'autres mots, c'est ce que ça veut dire. Mais dans certains cas, on a recours à la cémentation, comme je vous dis. Donc, ça, c'est une surface. Ces aciers offrent une meilleure résistance à la traction et on s'en sert largement comme des aciers d'usage général, comme l'estampage, des clés, des marteaux, des tournevis, des éléments préfabriqués, des ressorts, des pièces forgées, etc. Ça, c'est les aciers semi-durs. En troisième, on a les aciers alliés. La trempe d'un métal allié est souvent exécutée par chauffage, mais il faut faire attention parce que ici, on parle d'acier allié. Donc, bien que notre acier renferme beaucoup de carbone, on a rajouté à l'intérieur
des éléments d'alliage qu'on va voir un peu plus loin, là. Donc, les éléments d'alliage sont là pour augmenter ou donner d'autres propriétés à l'acier une fois qu'elle va être trempée. La trempe d'un métal est souvent exécutée par chauffage, puis par refroidissement à l'eau. Avec des pièces minces ou des pièces de petite dimension, cela ne pose aucun problème car les aciers au carbone sont appropriés pour ce genre de traitement. Par contre, avec des pièces de plus grand diamètre, de plus grande dimension ou plus épaisses, le noyau se refroidit plus lentement que la périphérie, donc la pièce qui devient alors inégale. En d'autres mots, là, si vous avez une pièce, j'exagère, une grosse pièce de métal de même, que vous avez portée au rouge, okay, que vous voulez tremper dans l'eau après, là, que vous voulez faire une trempe et vous voulez la refroidir dans un récipient d'eau, mais si on la dépose dans l'eau, là, par le temps que, en fait, tout le tour qui va être en contact avec l'eau va être trempé, sauf le cœur, lui, qui va mettre beaucoup de temps à refroidir. Donc, ça va, la pièce va être la trempe va alors être répartie de façon inégale. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on opterait, par exemple, dans ce cas-là, à une sémantite plutôt qu'une trempe. Si on fait bien des petites pièces, si mettons, là, je sais pas, moi j'ai une vis ici, puis j'en ai une multitude à faire, j'en ai des millions à faire, une pièce de 1 pouce comme ça, là. Ben là, je peux toute la chauffer, puis je peux toute la refroidir là-dedans, puis ils vont tous être trempés, ils vont tous être égaux, donc il ne sera pas réparti de façon inégale. C'est pour cette raison-là qu'on va utiliser la trempe plutôt qu'une sémantite. Puis pour finir avec ça, si on rajoute des éléments d'alliage dans notre acier, ben on va améliorer les propriétés mécaniques, comme on va voir un peu plus loin. Les propriétés particulières des aciers d'alliage sont déterminées par la quantité et les types d'éléments d'alliage qu'ils contiennent. Il faut préciser que le carbone n'est pas considéré comme un élément d'alliage. Les aciers au carbone n'entrent donc pas dans la catégorie des aciers alliés, parce que le carbone, ce n'est pas considéré comme un élément d'alliage. Alors voilà, ça c'était au niveau de la composition des métaux et la teneur en carbone. Je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo. Merci.